C'est en partant de l'ancienne ville préservée de Pingjiao que nous allons remonter vers la capitale Beijing, située à environ 600 km au nord-est. Pingjiao, édifié au bord de la rivière Shangshui, s'abrite derrière des remparts hauts d'une dizaine de mètres, sur une largeur allant de 2 à 5 mètres. 72 tours de guet et 3000 créneaux la composent tout au long de ces 6 km. Des traces d'un établissement urbain montreraient une occupation à l'époque de la dynastie des Zhou occidentaux, fondée par le roi Wufang en 1045 avant Jésus-Christ, donnant à Pingjiao environ 3000 ans d'histoire. Sa fortification au moyen de remparts en pierre daterait du roi Qian, qui régna de 824 à 782 avant Jésus-Christ. Sa muraille d'enceinte fut d'abord construite en briques et en terre damée, dont la forme évoque une tortue. C'est en 1370, 2 ans après la fondation de la dynastie Ming, que cette muraille ancienne fut complètement refaite. Nous sommes ici devant le pavillon qui domine l'enceinte intérieure et la porte Gunti, à l'entrée nord de la ville. Toutes les entrées étaient défendues par toutes sortes de projectiles destinés à arrêter les envahisseurs. Parmi ceux-ci, des énormes rouleaux à pointe. De gros boulets pouvaient également être jetés sur des assaillants ayant déjà franchi les premières défenses, tandis que des canons disposés au sommet du rempart, au-dessus de la porte, tenaient les adversaires à distance. Aujourd'hui, si les canons sont toujours braqués vers l'extérieur des remparts, au pied de la porte nord, seuls 2 soldats en pierre montent la garde, armés de leurs hallebardes. C'est depuis le haut des remparts que nous pouvons le mieux nous rendre compte de l'imposante construction qu'ils représentent. Surtout lorsque le regard se glisse à l'intérieur d'un créneau, laissant voir une partie de l'enfilade de quelques-unes des 72 tours de guet. C'est dans l'une de ces tours de guet que nous vous invitons à pénétrer et à gravir l'escalier en bois. Qui permet, depuis ses ouvertures, de surveiller les alentours. Un peu plus loin, c'est à l'étage du pavillon que nous avons la meilleure vue sur la ville. Une ville qui est depuis l'an 221 avant Jésus-Christ chef-lieu du district de Qian, dans la province du Jiangxi. Et Pingjiao, qui signifie confins calmes, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Pour avoir une idée des richesses que renferme cette ville de Pingjiao, nous avons choisi de faire la visite de 7 maisons ou temples parmi la vingtaine qu'il est donné de découvrir. Tout d'abord, au cœur de la ville, l'ancienne banque Yechunchang. Juste à côté, le musée des anciennes résidences Wei Taiho. Au sud-est, le temple Confucius et le temple Shengguang. À l'est, le temple taoïste Jinshaoguan. Au sud, la résidence Lelutai. Et un peu plus au nord, le complexe de l'ancien gouvernement. Mais avant de partir pour cette découverte, nous avons choisi de longer les remparts pour entrer par la porte Fuanji, à l'ouest, afin de faire un petit tour de ville et nous familiariser avec les rues, les ruelles, les commerces et l'ambiance générale. Et la première boutique que nous apercevons est celle d'un antiquaire.
Aussitôt nous sommes frappés de voir des peaux d'animaux sauvages, certainement protégés, ouvertement exposés. Ici peut-être des peaux d'ours. Tandis que de l'autre côté, il s'agit plus certainement d'une peau de panthère. Nous sommes à 1 heure de la journée où la vie s'anime, autour de l'une des rues principales qui traversent la ville, d'est en ouest. C'est l'occasion pour pénétrer dans une petite supérette, afin de satisfaire une curiosité, sous les yeux étonnés des clients et des vendeuses. Un peu plus loin, c'est devant un groupe de passionnés, autour de joueurs de cartes, que nous nous attardons. Pinhao étant presque totalement interdite aux voitures, il n'est pas étonnant de voir par moments de petits véhicules électriques parcourir les ruelles. Mais le moyen de locomotion le plus utilisé reste le 2 roues. Ce petit tour de ville nous permet de surprendre cet homme triant des pommes de terre, ou de découvrir cette boutique fabriquant des rouleaux et des pains cuits à la vapeur. Poursuivant notre chemin, c'est devant un petit restaurant vendant aussi des plats à emporter que nous nous arrêtons. Nous sommes arrivés au cœur de Pinhao. Comme le montre cette barrière qui indique « Bienvenue dans l'ancienne cité, vous entrez dans une rue piétonnière ». C'est ainsi que nous arrivons devant l'entrée de l'ancienne banque Yeshunchang. Et notre première visite. Riechunchang signifie « prospérité avec le soleil levant ». Cette banque fut fondée en 1923 sous l'empereur Taoguan par M. Lei Lutai. Avec la création de cette banque, M. Lei Lutai répondait à la préoccupation des marchands de Pinhao qui cherchaient une commodité de transfert d'argent en grande quantité en se préoccupant de la sécurité du transport. C'est ainsi que la première banque de dépôt devint le premier réseau de transfert de fonds et d'encaissement en Chine, ce qui entraîna un grand changement dans la finance traditionnelle chinoise, où les transactions par dépôt prirent la place de celles en argent comptant. Sous forme de lingots en argent ou en or, les fonds en dépôt étaient transportés sur les côtés de ces brouettes spéciales, des brouettes qui pouvaient aussi porter des coffres. Lingots d'argent et d'or rejoignaient des caves sécurisées où ils étaient entassés à l'abri des regards. L'activité bancaire devint vite incontournable et lucrative pour M. Lei Lutai, comme en témoignent ses carrosses personnelles. Nous sommes ici dans le bureau du directeur responsable des décisions internes, tandis qu'à côté, des employés étaient chargés de l'encaissement, de la gestion et de la comptabilité. Autant dire que ce premier succès vit la création d'autres banques, faisant de la ville de Pinhao le berceau de l'industrie financière chinoise moderne. La nuit tombée, nous découvrons une autre image de Pinhao, tout en guirlande de lumière rouge. Des lanternes éclairant les maisons, les boutiques et les restaurants. Au petit matin, nous reprenons la découverte de la ville, admiratifs devant l'entrée de certaines demeures, comme celle-ci convertie en restaurant. Puis nous parvenons devant l'entrée d'une autre ancienne banque, devenue le musée des anciennes résidences Wai Tai Ho. Cette fois, nous mettons de côté l'activité financière pour nous attarder principalement à la partie privée de la maison, qui se compose autour de cours intérieures. La décoration et le mobilier sont plutôt sobres, mais néanmoins plaisants.
La vraie marque ostentatoire d'une certaine richesse se voit une nouvelle fois dans le carrosse, remisé dans la cour. Quant à la cuisine, sans luxe, voire un peu spartiate, elle laisse imaginer malgré tout de délicieuses préparations culinaires. Dans l'une des pièces, un coffre très coloré et laqué ne peut cacher l'ancienne activité financière de la maison. Un panneau nous l'indique. Nous pénétrons dans la salle des réunions où le directeur général rencontrait en secret ses clients importants. C'est aussi dans ce lieu que les ordres de transactions étaient donnés. Une autre pièce, avec de fines décorations et des meubles de luxe, était consacrée à la réception et aux discussions d'affaires avec d'importants clients. 4 à 5 personnes y travaillaient, engageant un dépôt, un prêt ou une remise, après l'accord du directeur. Abandonnant les maisons bancaires, nous voilà à présent à l'est de la ville, devant l'entrée du temple Confucius. Temple qui a vu sa construction débuter sous la dynastie Tang et son second empereur, Tang Taizong, qui régna entre 626 et 649. Pour mémoire, Confucius, qui vécut de 551 à 479 avant Jésus-Christ, était un illustre penseur et philosophe social chinois, dont une de ses célèbres citations est « Oubliez les blessures, ne jamais oublier les bontés ». Passé la première enceinte, nous sommes face aux bâtiments à piliers qui donnent accès à l'ensemble du sanctuaire. Le tambour qui se tient à gauche de l'entrée est associé au rythme de la liturgie. Dans l'ancienne Chine, le tambour était directement lié à la course du soleil, mais aussi au solstice d'hiver. Il accompagne ou évoque le tonnerre. À droite, la cloche est symbole de sagesse. Le bruit de la cloche a pour but de faire percevoir le son de la loi bouddhique, avec le pouvoir d'exorcisme et de purification. Les statues que nous découvrons en pénétrant dans les salles est et ouest qui bordent la cour indiquent que nous sommes dans le lieu de pénitence et de sacrifice des anciens sages confucéens. C'était aussi celui des érudits, comme le montrent les objets qu'ils ont entre les mains. Car le confucianisme est un ensemble d'enseignements moraux qui reposent sur des institutions telles que la piété filiale et le culte des ancêtres. C'est le système philosophique qui a été le plus suivi en Chine et qui a coexisté pendant des siècles avec le taoïsme et le bouddhisme. Cette sculpture de tortue à tête de dragon était un symbole placé dans les palais, pour signifier paix dans le pays et longévité à l'empereur. Un peu plus loin, le pavillon Tiongyi n'est au sein du temple Confucius que depuis 2003. D'abord construit vers 1542 durant la dynastie Ming, il avait été largement brûlé par l'armée chinoise en 1943. Ce pavillon, qui abrite un énorme bronze, est aujourd'hui restauré et sauvé. Il était voué au sacrifice du ciel. En face, nous avons la pagode Tsunqing, construite au début de la dynastie Ming, sous le nom de Tongchenglao. Largement endommagée par la suite, elle a été restaurée récemment. Aujourd'hui, c'est le musée chinois des expositions impériales. Nous pouvons y contempler divers objets, sculptures, peintures et gravures, ainsi que des personnages appliqués dans l'écriture d'idéogrammes. Depuis l'étage, nous avons une vue sur la rue des Temples, avec ses portes à toiture de tuiles vernissées qui s'enchaînent. C'est dans cette même rue que se trouve le temple Shenghuang. Construction typiquement taoïste, ce temple est considéré comme l'un des mieux conservés de Chine. Sur la gauche de la seconde entrée, derrière le cheval rouge tenu par la bride par un personnage au masque terrifiant,
les deux énormes caractères noirs chinois sur le mur signifient « Dieu jugera ». Sur la droite, derrière l'autre cheval orange tenu par un personnage austère mais moins effrayant, les deux énormes caractères inscrits signifient « méchanceté et bonté ». Nous pouvons en déduire que celui qui passe par cette porte sera jugé par Dieu selon qu'il est bon ou mauvais. Le temple Chengwang, protecteur de la ville, a été construit durant la dynastie des Song du Nord, qui régna de 960 à 1227. Il s'étend sur 8733 m² et incarne les cultures combinées du bouddhisme et du taoïsme. Ce temple a subi deux rénovations majeures au cours des dynasties Ming et Qing, suite à deux incendies, le premier en 1544, le second en 1859. Le sanctuaire du dieu de la ville est un tribunal de droit céleste. Le dieu, assis, trône avec des fantômes et des juges debout à ses côtés. La cour arborée de girofliers donne sur le temple Caoqin. Le dieu Caoqin, symbole de la cuisine, est l'un des plus respectables et le plus fiable dans l'esprit de la plupart des Chinois. Les magnifiques sculptures peintes et les peintures murales que nous découvrons reflètent un excellent savoir-faire et sont des trésors d'un art rarement vu en Chine. À l'étage, la salle du sommeil est la demeure de Dieu, avec ses charges familiales. À cet étage, le théâtre Zaiche et le pavillon Chenhu abritent une succession de salles où se tiennent dans chacune d'elles des personnages debout ou assis de taille presque réelle. Au pied de chaque statue, un coussin rouge est déposé, des coussins destinés à recevoir les genoux des pénitents ou des priants, des croyants qui, dans cette position, ont la tête au niveau des pieds des personnages. Au total, 48 statues, richement vêtues, aux visages et aux expressions personnalisées, incarnant les officiels locaux au service du dieu. En passant dans une autre cour, nous découvrons les incontournables pavillons abritant l'un une cloche, l'autre un tambour. Puis nous arrivons dans des salles qui exposent une recréation du ciel et de l'enfer. En fait, nous sommes devant de véritables scènes de torture qui montrent, par des fresques sur les murs et par des mises en scène de statues, toutes les manières de tourmenter les individus en enfer. Des monstres transpercent, étripent, écrasent, coupent en morceaux, ébouillantent, scient en deux et font subir bien d'autres réjouissances à des êtres qui ont dû commettre à l'évidence quelques fautes très graves. Notre visite suivante au temple Qingshou-Guan, situé à l'est de la ville, nous donne l'occasion de nous attarder dans plusieurs ruelles. Et de découvrir quelques beaux vestiges. De voir aussi des parties moins reluisantes, montrant certains aspects qui ne sont pas forcément attrayants. Car la beauté des façades des anciennes banques ou des vieilles maisons transformées en musées cache un manque de confort, d'hygiène, voire de salubrité.
Aussi, Pingjiao, pour perdurer et pour le confort de ses habitants, doit se moderniser, car les coupures de courant électrique dans la journée sont nombreuses et fréquentes. Pire, la plupart des maisons n'ont pas le tout à l'égout, comme en témoigne ce videur de fosses septiques. Mais la rénovation des quartiers et des anciennes maisons a un coût très élevé. C'est d'ailleurs un problème financier qui a miraculeusement épargné Pingjiao de la destruction. Car, comme toutes les anciennes grandes villes, elle était vouée à être rasée pour en faire une ville nouvelle, avec des infrastructures modernes à partir de 1958 et le grand bond en avant, lancé par Mao Zedong. Aujourd'hui, progressivement, restauration et modernisation s'opèrent, avec des résultats presque toujours parfaits, comme certaines maisons. Une stèle dressée à l'angle d'une ruelle nous montre que nous sommes parvenus au temple taoïste Qinshouguan. Après le porche d'entrée et une petite cour arborée, nous nous retrouvons devant une large porte couverte d'un toit, sous lequel se tient deux gigantesques personnages assis. Ils mesurent près de 4 mètres et leur tête arrive à la hauteur des entrées supérieures de la charpente. Ce sont visiblement deux guerriers et guerriens de l'ouverture. Peu de choses les différencient, hormis leurs armes et quelques détails vestimentaires. Celui de droite est armé d'une lance. Un surcot drapé sur les cuisses laisse les genoux et les jambes apparents. Des genouillères à tête de monstre descendent en jambières. Le personnage de gauche est armé d'une épée. Les deux têtes tournées vers l'ouverture de la porte sont impressionnantes. Elles ressemblent aux monstres des genouillères. Le temple est riche de sculptures en bois précieux peint de la dynastie des Ming. Et des coussins nous montrent que le lieu est fréquenté par des fidèles. À l'arrière du sanctuaire, une pièce regroupe plusieurs pièces archéologiques. Et dans une cour sont exposées plusieurs statues, dont diverses têtes de Bouddha de la dynastie des Ming et des Qing. Nous faisons un petit tour à l'extérieur de la porte Yingshun, au sud. Avant de refranchir celle-ci, pour nous rendre par des ruelles à la résidence Lei Lutai.
Profitons de cette marche pour connaître M. Lê Lưu Thai, ancien propriétaire de la maison que nous allons découvrir. Né en 1770 sous le règne de l'empereur Kangxi de la dynastie des Qing, il était un homme d'affaires et une personnalité ayant réussi dans le commerce à Pékin lorsqu'il vint fonder un comptoir bancaire à Pingjiao. Nous arrivons au moment où s'ouvre la porte de la vieille demeure de la maison de M. Lê Lưu Thai, maison dont la construction s'étendit de la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe. Nous l'avons choisi car, composé de 4 cours, son style Siyuan est typique de la ville de Pingjiao. De plus, elle offre un aperçu à la fois sur l'histoire de la banque et sur l'architecture ancienne. Aujourd'hui, élément de décoration, nous retrouvons les brouettes qui servaient à transporter les lingots d'or ou d'argent. Nous sommes dans la cour nord, où se tient la salle méridionale, endroit où les gens célébraient le festival, passaient des vacances et faisaient des fêtes. Aujourd'hui, transformé en petit musée, le lieu expose la biographie du fondateur de la première banque de chèques chinoise, la fameuse Ye Shunchang, avec laquelle nous avons commencé les visites de Pingjiao. Nous pénétrons ici dans un petit bureau suivi d'une des chambres de sa demeure personnelle, où il vécut jusqu'à sa mort, en 1849. L'ensemble architectural est vraiment typique de cette époque, avec des cours bordées de 4 bâtiments, les 2 principaux étant surélevés de 3 marches, avec une étroite galerie et des panneaux en bois constitués dans leur partie supérieure de fenêtres claustrales. 2 petits carrosses de l'époque sont ajourés selon le même principe de cloisonnement en bois. Nous sommes devant l'entrée du hall central, faisant office de corridor, où le propriétaire de la cour avait pour habitude de rencontrer d'honorables invités. Au centre, 3 statuettes représentent des notables en costume traditionnel. Derrière elles, le panneau en bois est en fait une cloison qui masque un étroit passage, donnant sur une nouvelle cour identique à la précédente. Nous arrivons dans la partie ouest de la demeure. D'une façon générale, les pièces de l'aile ouest étaient réservées au 2e fils. Cette partie était aussi conçue pour créer de bonnes relations amicales entre les épouses des frères. Des peintures, des calligraphies et du mobilier, le tout d'une grande finesse, sont exposés. Il en est de même dans les pièces de la cour est où résidait sur ses vieux jours le fils le plus âgé de Lê Lưu Thai. La cour nord, avec un étage, offrait les pièces les plus grandes. Ici, un four de briques chauffait par le dessous le lit attenant. Doucement, nous quittons la demeure de M. Lê Lưu Thai pour notre dernière visite au complexe de l'ancien gouvernement. Mais avant, nous allons à nouveau faire un petit tour de Pingjiao afin de découvrir l'ambiance et la vie des habitants au cœur de cette ville fermée de remparts. C'est à proximité de l'entrée d'un ancien temple que nous tombons sur des incontournables joueurs de rue. Ceux-ci, comme souvent, sont regroupés autour d'un qiangqi, le jeu d'échecs chinois qui suscite toujours des discussions et de longues réflexions. Plus loin, une machine réduite en farine, des graines, qui sont vendues à l'étalage d'à côté,
parmi diverses noix, amandes et fruits secs. Cette boutique voisine avec celle d'un charcutier traiteur, et nous ne résistons pas à nous attarder devant tous les plats qui sont proposés, et dont la vente a un certain succès, à en juger par les clients qui s'y pressent. Nous sommes à présent en vue de la porte Yamen, au cœur de la cité. La tour Yamen est surmontée d'une tour carrée à présage et qui jouait un rôle important en exorcisant les mauvais esprits. C'est après avoir franchi cette porte que nous arrivons devant l'entrée du complexe qui regroupe plusieurs bâtiments de l'ancien gouvernement. Ce complexe fut une sorte de préfecture qui prit place durant la dynastie Qing en 1644. Appelé Yamen, il fit de Pingjiao le siège du comté. Le Yamen se compose d'une arche, de la porte de cérémonie, de divers bureaux, d'une prison, d'un tribunal, de salles de réunion, d'une zone résidentielle et d'un jardin. La porte centrale de cérémonie devant nous était généralement fermée, ses portes latérales étaient utilisées, celle de gauche de façon générale, mais celle de droite était réservée aux condamnés à mort. Si le Yamen devint préfecture en 1644, il fut construit en 1346, durant la dynastie Yuan. Aujourd'hui devenu musée, l'ensemble abrite plus de 300 pièces ou salles. Au passage, nous pouvons contempler cette belle chaise à porteur. Nous arrivons dans une courette donnant accès à l'entrée des prisons. La prison, dont l'idéogramme noir s'affiche en grand, était une aire relativement fermée de 1700 mètres carrés. Nous avons ici 2 jougs en bois qui servaient à entraver la tête et les mains des détenus. Il existait 2 types de cachots, ceux pour les punitions graves et ceux pour les peines légères. Seuls ces derniers, datant du XVIIe siècle durant la dynastie Qing, subsistent et furent en service jusque dans les années 1960. Là, ce sont des boulets en fer qui laissent deviner le lien qui retenait par les chevilles d'autres prisonniers. Le cachot fait environ 3 mètres sur 3 mètres 50. Sur la tenue rouge des prisonniers, le caractère imprimé « Chiaou » signifie « prisonnier ». Au pied de la plateforme se tient un four de briques pour chauffer la paillasse et le cachot. Ce four servait aussi pour la cuisson. La sortie de prison nous conduit à aller faire un tour du côté du département de la justice. Au passage, nous remarquons les bâtiments qui ne dérogent pas au style Sieyuan, avec ses nombreuses fenêtres aux panneaux claustrats. La justice était rendue dans 2 salles de cour civile. De nombreux conseillers étaient affectés à diverses tâches, comme ceux responsables de l'argent et des grains, ou d'autres chargés des places de travail. Dans ces bâtiments, durant la dynastie Ming, le magistrat négociait et travaillait sur des conflits civils. Un secrétariat s'occupait de la correspondance des magistrats du pays, des cartes de visite et des invitations. Les 2 cours civiles étaient complémentaires. Les fonctions du travail du superviseur incluaient la documentation et l'information à partir des investigations et des arrestations, le rassemblement des dossiers des prisonniers et l'établissement d'un rapport aux plus hautes autorités. Ils étaient secondés par des chefs de bureau en charge de la perception, ainsi que ceux travaillant au bureau des jugements. Au bureau des enregistrements, on gardait les documents, les lettres et les dossiers concernant les procès juridiques.
Le jugement rendu venait le moment de la punition tant attendue par le condamné enfermé dans une cage. Cages qui servent aujourd'hui d'ornement à un bâtiment qui annonce que nous allons découvrir les instruments de torture qui étaient utilisés. Le premier instrument qui apparaît semble une énorme et étrange machine, une charrette, avec une sorte de cheval en bois à bascule dont la partie courbe fait office de selle. Mais une selle garnie de 3 rangées de 14 pointes de 3 cm, qui devaient s'actionner lorsque la charrette était tirée. Dans la même salle, sous la photo de juge en séance, se tient une autre charrette, dont le mât, en croix, laisse deviner la crucifixion d'un pénitent. Dans des vitrines sont exposées diverses photos de condamnés. Et surtout de nombreux objets servant d'entrave, tels que des jougs, des boulets et des fers. La salle suivante, mentionnant qu'elle regroupe des instruments de torture utilisés pour les interrogatoires, fait déjà frémir. Mais aucune traduction n'étant fournie, nous sommes livrés à notre imagination, devant un curieux massicot, une étrange grosse cuillère, une sorte de brodequin et des ustensiles divers. En revanche, une série de cravaches n'a besoin d'aucun commentaire. À la sortie, nous respirons mieux, en nous dirigeant vers les salles Tong Hoa et Shi Hoa. C'étaient des salles de réunions et d'études, mais aussi réservées à des invités. C'est là que les plus hauts fonctionnaires ou des camarades de classe du magistrat du comté restaient lorsqu'ils venaient lui rendre visite. Le magistrat du comté vivait seul, dans une chambre intérieure, car durant la dynastie Qing, il n'était pas permis à son épouse et à ses enfants de vivre avec lui. À présent, presque au terme de cette visite, nous arrivons dans le jardin, joliment arboré et fleuri. En son cœur, une pièce d'eau avec son kiosque. Juste à côté, sous le perron d'un bâtiment, se tiennent 2 meules à grains. La pierre cylindrique à broyer tournait sur la margelle autour de l'axe central. Nous poursuivons notre découverte en traversant un autre pavillon. Franchissant un passage voûté, nous percevons des bruits qui semblent provenir de la rue. À la sortie du passage, en levant les yeux, nous sommes surpris de voir la tour carrée de la porte Yamen. Une échelle s'offrant à la montée vers celle-ci, nous ne résistons pas et débouchons à un premier niveau dans un petit pavillon abritant une énorme cloche en bronze. Le haut de la tour Yamen n'est qu'à quelques mètres sur la gauche. Et depuis sa fenêtre, nous avons une étonnante et belle vue. Tout d'abord sur le petit pavillon de la cloche, puis sur l'entrée du complexe de l'ancien gouvernement, entrée par laquelle nous avons commencé notre visite. Et enfin sur la ruelle et ses commerces. Ce qui nous entraîne tout naturellement
à faire un dernier tour de ville. Nous sommes dans la rue Najandal, en plein cœur de Pinjiao. C'est la rue du marché, où les boutiques s'enchaînent. C'est aussi dans cette rue que se dresse la tour Cholilao. Bâtiment en bois à 3 étages, avec des toits couverts de tuiles vernissées, la tour, haute de plus de 10 mètres, a été construite sous le règne de Kangxi, entre 1662 et 1722. S'attarder dans les ruelles offre un véritable bonheur pour les yeux. Et la circulation des seules bicyclettes ajoute au plaisir de flâner. Au hasard de la balade, nous croisons toutes sortes de commerçants, comme l'étalage d'un vendeur de fruits qui exerce au pied de l'une des portes intérieures de Pinjiao. Mais les plus attrayants sont les vendeurs des rues, tels ce marchand ambulant dont les gros caractères rouges indiquent qu'il vend de la viande fumée et des plats froids. Au bord du trottoir, nous avons un vieux triporteur chargé de charbon. À 2 pas, au coin de la rue, c'est un vendeur de sauces qui fait ses mélanges selon les goûts. Plus loin, une femme vend des samoussas, des beignets fourrés de viande ou de légumes, et des plats à emporter. Cette fois, nous avons quasiment fait le tour complet de la ville, même si des trésors restent encore à découvrir. Mais nous devons poursuivre notre voyage et abandonner, non sans regret, cette merveilleuse ville fortifiée de Pinjiao. Reprenant notre route vers la capitale, nous prenons la direction de la ville Zhejiachang, à environ 250 km. Mais sur le parcours, nous allons faire une halte au pont de Changjianshan. Dans un endroit un peu isolé, au pied de la montagne Changjian, une des toutes premières montagnes sacrées et les plus connues des crêtes du Taihang, se tient l'entrée qui donne accès au site. Situé dans le pays du Qingxing, le secteur scénique s'étend sur 63 km². Après avoir franchi une lourde et épaisse porte, nous sommes accueillis, comme toujours, par 2 terrifiants personnages assis de chaque côté. Ils sont les gardiens du lieu. Ils ont pour mission d'effrayer les mauvais esprits. Plus loin, d'autres statues participent à la symbolique bouddhiste, car le sanctuaire, érigé au cours de la dynastie Shue, entre 581 et 618, aurait été le lieu où la princesse Nanyang, la fille de l'empereur Shuinyang, pratiquait le bouddhisme. À une centaine de mètres, dans un petit temple, des personnages président, dans l'attente du recueillement et d'offrandes de fidèles. Ce petit temple se tient sur un tertre, où débute une longue série de marches qui s'élèvent et serpentent vers un sommet entre 2 falaises ombragées. Il y aurait 350 marches à gravir pour atteindre le pont de Changjian. Après une montée longue et raide, nous finissons par distinguer un peu de lumière passant par le battant d'une porte à demi ouverte, et découvrons un nouveau personnage tout en couleur. Il s'agit du général Wang Lingguan, protecteur et gardien des temples taoïstes. Nous sommes sur un palier en forme de corridor,
Et à une vingtaine de mètres face à la statue du général Wang Lingguan, nous voyons un porche qui ouvre sur une salle où nous ne sommes pas surpris de découvrir de nouveaux impressionnants gardiens. Par-delà cette entrée, nous voyons le temple Fuqing, supporté par le pont qui enjambe et relie les deux falaises formant une gorge de plus de 150 mètres. Depuis la balustrade du temple Fuqing, nous découvrons, distant d'une cinquantaine de mètres, un second pont. Le temple Fuqing, construit sur le premier pont, possède une grande salle. La salle Chiao Taodian, qui abrite 4 immenses Bouddhas, assis en tailleur sur d'énormes sièges en bois. Il date aussi de la dynastie des Shui, entre le 6e et le 7e siècle. À présent, nous empruntons le chemin empierré qui court le long de la falaise gauche. Il s'élève progressivement par une succession de marches entrecoupées de paliers plus ou moins longs. Des paliers qui sont des étapes où se dressent de petites constructions qui font office de temples ou de pavillons, abritant des autels ou toutes sortes de divinités grimaçantes ou placides, mais toujours très colorées. Nous sommes ici dans le pavillon de l'isolement, lieu où les fidèles viennent se recueillir en silence. Plus loin, alors que nous prenons de la hauteur, nous surprenons une gardienne qui était en train de faire de la gymnastique avec des rubans et un tambourin à manches. Poursuivant notre montée, il nous faut bientôt passer à travers la falaise pour accéder à sa partie supérieure. En débouchant au sommet, nous réalisons soudain de l'altitude que nous avons prise. Nous découvrons également une large plateforme où se dressent plusieurs constructions. La première est un pavillon servant d'entrée. Ce pavillon est comme il se doit bien gardé. À l'évidence, il s'agit de ce général Wang Lingguan, très coloré, vu à notre arrivée. Mais ici, il apparaît dans une version dorée. Le général Wang Lingguan représente l'esprit inconnu, protecteur des temples taoïstes. Curieusement, son compère est identique, mais en position inversée, comme si l'un était le miroir de l'autre. Derrière un mur écran et 2 brûle-parfums se dresse le temple qui renferme le tombeau de la princesse Nanyang, car c'est là, dit-on, que, fervente bouddhiste, elle serait devenue, malgré sa disparition, immortelle. Au cœur du temple, une statue avec une multitude de bras tient dans 3 paires de mains des kadags,
des écharpes symbolisant la pureté et la compassion. En sous-sol, nous pouvons entreapercevoir la chambre mortuaire de la princesse. La cour arrière, arborée de quelques jeunes cyprès, est ornée de 12 statues d'animaux. Enfin, nous retrouvons la salle des pénitents, pour ne pas dire celle des tortures, car une fois encore, les maîtres de l'enfer ne semblent rien pardonner à ceux qui ont péché. En redescendant, nous jetons un dernier regard sur le bas des falaises de Changjian, qui abrite le Stevia rebaudiana, aux feuilles sucrées, et dont les rhizomes ont la réputation de s'étendre et de s'enrouler comme des dragons. Enfin, c'est à distance des deux ponts, qui relient les versants des falaises, que nous réalisons mieux leur étonnante et incroyable construction. Après cette halte sur notre parcours vers Zhejiazhuang, lorsque nous atteignons cette ville, nous nous rendons directement à son musée, centre de notre intérêt. Comme toutes les grandes villes chinoises, celle de Zhejiazhuang est en pleine modernisation, et ici le réaménagement de la place du musée. Un énorme musée témoin d'une époque où le style architectural était d'inspiration stalinienne. Son gigantesque hall nous montre et nous informe qu'il est essentiellement consacré à la province du Hebei, permettant, comme il est écrit, d'avoir un aperçu de l'histoire de l'être humain et comprendre les difficultés des pionniers, en rappelant la gloire passée tout en appréciant la civilisation dans cette patrie. Le bâtiment couvre une superficie de 20 000 m², avec un peu plus de 11 000 m² pour les salles d'exposition. Des salles qui abritent 150 000 collections, dont 6 trésors nationaux. Parmi un agencement et des vitrines très modernes, de nombreux objets sont à découvrir, comme ces sceptres en jaspe avec des poignées en bois de santal. Parmi les vastes salles, il est difficile de faire le choix de s'attarder sur une période ou une dynastie précise. C'est donc de manière très arbitraire que nous vous invitons à contempler certains objets et pièces archéologiques, ici des poteries de vaisselle rituelle déterrées dans un tombeau datant du XIe siècle avant Jésus-Christ. Là, des sculptures attestant du développement du bouddhisme en Chine à partir du 1er siècle de notre ère. Plus loin, une bête mythologique, en partie marquetée d'or et d'argent. Dans une autre salle, les vitrines exposent des vases en bronze provenant du tombeau du prince Liao Cheng de la dynastie des Han de l'Ouest, comme celui-ci de 59 cm, composé de dragons stylisés et de nuages entremêlés. Provenant d'une tombe de Wanchang et d'un empereur de la dynastie Qi du Nord, voici de nombreuses statuettes du VIe siècle. Mais les salles consacrées au comté du Manchang de la province du Hebei, où de nombreux tombeaux Han ont été mis au jour, datant du IIe siècle avant au IIe siècle après Jésus-Christ, offrent à la contemplation des objets étonnants et merveilleux. De très belles statuettes et des choses surprenantes, comme cet ensemble de chars avec leurs guerriers, trouvés dans une tombe et reconstitués. Sur un écran, l'histoire de la lanterne du palais est longuement expliquée. Elle a été mise au jour près de la tombe de Douwan, l'épouse de Liao Chun,
roi de Chongchan. Cette lanterne haute de 48 cm est appelée la lanterne de la longue lettre, car 65 caractères sont gravés dessus. L'ensemble montre un jeune homme à l'aspect solennel, vêtu d'un cheongsam et légèrement penché en avant, avec une expression faciale respectueuse et prudente. Le volet central peut pivoter sur le côté, s'ouvrant ou se fermant afin d'ajuster l'éclat et la direction de la lumière. Le tout est doré à leur fin. Du grand art. Et dans la salle suivante, l'histoire de la lampe prend une autre dimension, car se tient la reconstitution des tombeaux du roi Liao Chen et de son épouse Dao Wan, découverts en 1968 dans la montagne du Lingshan. Ce roi Liao Chen régna en 113 avant Jésus-Christ sous le titre de Qing. Des centaines de milliers de reliques de la culture Han et des métiers de l'époque ont été mises au jour avec la découverte des 2 tombeaux. Mais la dernière salle nous réserve une ultime surprise, avec les costumes funéraires du roi et de la reine. Des costumes tout en jade, 2498 morceaux rectangulaires pour Lingshan et 2160 morceaux pour son épouse, chacun cousu de 600 grammes de fil d'or. En reprenant la route, nous faisons une halte à 18 km au nord-est de Zhejiachang afin de découvrir l'un des plus grands temples encore intacts en Chine, puisqu'il a été construit en 586 durant la dynastie Sui. Ce temple, appelé Longsan, fut agrandi en 971 sous la dynastie Song. Restauré sous plusieurs dynasties suivantes, il prit sous l'empereur Qianlong des Qin au XVIIIe siècle son nom actuel de temple de Lonqing, et sa superficie s'étend sur près de 83 000 m². Par une succession de cours et de brûle-parfums qui propagent une odeur d'encens, nous parvenons au hall manichéen. Devancé par une très jolie vasque ornée de sculptures, le hall manichéen a été construit en 1052, durant la 4e année de la période Huangyu de la dynastie Song. Plusieurs fois reconstitué durant les dynasties Ming et Qing, il a été restauré selon sa forme originale entre 1977 et 1980. Le Bouddha Sakyamuni trône au fond de la salle. Il a été construit en 1563 durant la période Liaqing de la dynastie Ming. Nous poursuivons notre avancée vers un portique et une nouvelle cour. Une cour où se dresse un arbre dont le tronc est entouré de rubans rouges. Quotidiennement, de nouveaux rubans sont accrochés par des fidèles en signe d'offrande à Bouddha. Car comme l'indique ce panneau, c'est l'arbre chinois du disciple du dragon. À l'arrière se dresse l'autel bouddhiste construit au XVIIIe siècle au temps de Qianlong durant la dynastie Qin. C'était le lieu où les moines donnaient des conférences et assistaient à des cérémonies bouddhistes. Au centre, sur un autel, repose une double statue en bronze du XVe siècle. Il s'agit de 2 Bouddhas adossés. L'un, la face tournée vers le sud, représente Amitabha. L'autre, tourné vers le nord, représente Yaoche. Dans le pavillon suivant, datant du XVIe siècle, durant le règne de l'empereur Zhenghe de la dynastie Ming, nous découvrons, trônant au centre du hall, la magnifique statue dorée du Bouddha Amitabha, assis sur une base de lotus. À ce pavillon succède celui de Verokona, dont l'histoire remonte à la fin du XVIe siècle, durant le règne de l'empereur Wanli de la dynastie Ming. Au centre, une large colonne en bronze qui se compose de 3 niveaux,
alternant bouquets de lotus portant 5 Bouddhas couronnés. La statue a été réalisée sur l'ordre de l'empereur Wanli. Enfin, en arrivant dans l'ultime cour, nous voyons se dresser devant nous le temple de la Grande Bienveillance, également connu sous le nom de pavillon Tianning, de la déesse de la pitié. C'est le bâtiment principal du temple de Lonqing. Sa construction date de la fin du Xe siècle, sous l'empereur Kaibo, de la dynastie Song du Nord. Le bâtiment actuel a été reconstruit entre 1997 et 1999, selon les règles architecturales d'origine. Et ce qui apparaît au centre du temple ne manque pas de nous surprendre, car se dresse une statue en bronze haute de 21,30 m qui représente la déesse aux 1000 mains de la miséricorde. Et cette statue est considérée comme l'une des 4 merveilles de la province du Hebei. Elle a été réalisée sur l'ordre de Chao Guang-in, le premier empereur de la dynastie Song du Nord. Elle est la plus haute statue en bronze de l'ancienne Chine. Pour mieux admirer sa partie supérieure, nous empruntons l'escalier qui conduit à l'étage. C'est sur cette étonnante déesse de la pitié que nous quittons la province du Hebei. Nous sommes en route pour la capitale, Beijing, à environ 300 km au nord-est. Depuis ces dernières années, Beijing a beaucoup changé. En particulier sa circulation, où 500 000 voitures s'ajoutent chaque année, soit une progression d'environ 15% par an, entre 1995 et 2005. Mais les lignes de métro se multiplient. Ainsi, de 2 lignes en 1971, elles sont actuellement de 6, et une 7e doit être mise en service avant la fin de cette année 2005. Il est même prévu un doublement du réseau, pour atteindre 14 lignes en 2010. Parallèlement, l'utilisation des vélos stagne, voire régresse. Il y a aussi les taxis, 6 fois plus nombreux en 10 ans, auxquels il faut ajouter ceux qui sont non officiels. Les lignes de bus sont également largement répandues, mais l'ensemble de tous ces moyens de transport répond aux besoins d'une capitale qui compte un peu plus de 15 millions d'habitants. Du côté de l'urbanisation, c'est un changement presque total du centre-ville qui est en cours, au sud de la cité interdite et de la place Tiananmen, avec la construction de nombreux et d'immenses buildings.
Mais avant, il faut démolir tous les vieux quartiers correspondants. Et pour masquer les zones en train d'être rasées, de grands panneaux ont été installés pour donner une vision du futur. Et déjà, dans certains secteurs, le futur fait face au passé. Les avis de fermeture, d'expulsion et de commerce ou de maisons murées se rencontrent dans toute la vaste zone concernée. Et la démolition se fait à grande échelle et ne manque pas d'impressionner. Nous pourrions croire par moments que nous sommes au cœur d'une ville ayant été bombardée ou ayant été touchée par un tremblement de terre. Car parmi des tas de pierres, de parpaings et de briques, des maisons ou des pans de murs restent encore intacts. Dans ce décor un peu apocalyptique, certains rôdent, dans l'espoir de récupérer quelque chose. Tandis que d'autres circulent à travers des ruelles fantômes. Et dans les ruelles qui ne sont pas encore touchées, la vie semble se dérouler normalement. Mais à quelques dizaines de mètres des commerces qui n'ont pas encore reçu d'avis de fermeture et d'expulsion, les engins de chantier sont déjà passés pour laisser place à des terrains vagues. Mais dans certaines parties, les nouvelles constructions sont bien avancées. Nous pouvons même voir des buildings totalement terminés. Et dans ces nouveaux quartiers, la vie reprend, de façon très animée. Ce changement radical et cette course effrénée à la construction et à l'embellissement de Beijing répondent à un souhait impératif. Montrer aux étrangers en 2008 un visage moderne de la Chine lors des Jeux Olympiques qui se dérouleront dans le pays. Abandonnant le centre-ville, nous changeons de quartier pour nous rendre au marché de Hangqiao, appelé aussi le marché aux perles. En fait, il s'agit d'un gros complexe de 1000 m² qui regroupe un bon nombre d'activités commerciales sur 3 étages.
allant de la vente de matériel vidéo et informatique aux perles et colliers, à la confection en tout genre. Le marché de Hengqiao est aussi le marché de la contrefaçon. Dans ces allées, nous pouvons trouver toutes les imitations des articles et des vêtements des plus grandes marques mondiales. Ce qui lui vaut d'être bien achalandé, surtout par une clientèle étrangère. Mais heureusement, il est également possible d'y acheter des articles et des tissus chinois. Le sous-sol est, quant à lui, réservé à l'alimentaire, surtout les produits de la mer. Nous pouvons y trouver presque tout, des crustacés et coquillages aux poissons. Comparativement, les étals des bouchers sont beaucoup moins nombreux. Quittant le marché de Huantiao, nous nous rendons un peu plus loin à l'est pour découvrir un autre marché, celui de Pandiahuan. Sa particularité est d'être considéré comme le plus grand marché d'antiquités d'Asie, avec environ 3000 stands répartis sur près de 50 000 mètres carrés. C'est considérable. Il est divisé en 6 parties, chacune ayant plus ou moins ses spécialités. Nous pouvons y trouver les objets les plus variés et les plus hétéroclites, car les commerçants viennent des 24 provinces, des municipalités, des régions autonomes de la Chine ou issus des minorités ethniques. C'est un brassage incroyable et étonnant d'individus et d'objets. La partie centrale, semi-couverte, constitue le cœur du marché. Nous avons l'impression de circuler à travers un mélange de stands d'antiquaires, de vide-greniers et de foires aux puces. En déambulant dans les travées, les yeux fouillent les stands où s'étagent et s'empilent des pièces de monnaie anciennes, de la porcelaine, des vases colorés, des bijoux, des pendules, des marionnettes en cuir, des cerfs-volants, des reliques bouddhistes, des peintures, des statuettes, d'anciens livres,
des collections de masques de l'opéra chinois, des costumes des minorités ethniques, des vêtements divers, des articles de la révolution culturelle, des produits de la vie quotidienne, la liste est infinie. La pause déjeuner se fait sur place, car l'ouverture a lieu à l'aube et se termine à 18h30. Tandis qu'un service d'entretien se charge de garder le marché le plus propre possible, nous allons quitter ce lieu, aussi étonnant qu'extraordinaire, pour retrouver le centre-ville et le parc Beihai, qui s'étend à côté de la cité interdite. Élaboré au Xe siècle comme jardin impérial, le parc est agrémenté de 6 lacs et couvre 69 hectares. Clos et relié à la cité interdite jusqu'en 1925, il est aujourd'hui ouvert au public. Après avoir suivi les berges du lac Nanhai, nous longeons le lac Beihai, auquel il est relié, et sur lequel il est possible de faire des promenades en barque. Des pêcheurs profitent des bords agréablement boisés. C'est aussi là que certains exercent leur métier, comme ce coiffeur. Tandis que d'autres se livrent à des séances de tai chi, ou font des exercices physiques en profitant des agrès installés par la ville. Mais pour le plus grand nombre, les jeux de société restent le passe-temps favori. Et le plus souvent, ces joueurs n'apprécient guère d'être filmés, car ils jouent de l'argent, et c'est interdit. C'est après avoir communiqué dans une minuscule officine Internet que nous revenons dans le vieux quartier du centre-ville, au sud de la cité interdite et de la place Tiananmen. Nous voulons encore profiter des secteurs qui n'ont pas été détruits et rasés. Car si le confort et le modernisme sont absents, il y règne une ambiance de village de province, avec un nombre infini de petits commerces et d'artisans. L'un des charmes est aussi dû aux ruelles qui rendent impossible l'accès aux voitures, laissant seuls les cyclopousses et les bicyclettes circuler parmi les piétons. C'est en suivant justement un cortège de cycles
que nous découvrons le marché couvert. Et c'est un vrai bonheur que d'errer parmi les travées, pour contempler les étalages où se mêlent des odeurs parfumées et diverses, de graines, de préparation. Mais bien sûr, parmi les étalages les plus odorants, il y a ceux des fruits et légumes. Au stand de la petite pâtisserie, cela sent bon aussi. Au petit secteur poissonnerie, les odeurs sont autres, mais pas désagréables malgré la chaleur. Le rayon poissonnerie voisine avec les étals des bouchers. À la sortie, nous remarquons cet amusant dessin qui invite les enfants à utiliser les poubelles. Un peu plus loin, une curiosité, ce site-car chinois. Alors que des buildings poussent de toutes parts au cœur de la capitale, il est visible que les rotons, ces anciennes maisons chinoises, avec leur côté suranné mais ô combien souvent insalubre, offrent une forme de charme dont il est difficile de se soustraire. En revanche, pour nous occidentaux, il peut paraître étrange, voire cruel, de découvrir un restaurant qui a pour spécialité la viande de chien. Une indication que nous voyons clairement affichée et dont nous pouvons lire les deux caractères. Le premier en haut est chien, le second est viande. En poursuivant notre balade dans les ruelles animées et commerçantes, nous croisons un tricycle chargé de charbon, preuve s'il en fallait une de l'absence de modernisme dans les habitations. Et l'une des rares personnes à manifester sa réprobation à être filmée est ce Chinois, exerçant le métier de bitumier ou de vidangeur. À noter que son geste menaçant sera suivi d'une réprobation générale de ses concitoyens. Il faut dire que de façon générale, les Chinois croisés sont très accueillants, voire très tolérants face à l'objectif de la caméra. Ce serpentin qui s'agite est une astuce amusante que bon nombre de commerçants ont trouvée pour aérer la nourriture. Ce qui est plaisant dans ces ruelles, c'est le nombre de commerçants qui pratiquent sur les trottoirs, offrant à notre curiosité une palette de mets, tandis que les cuisiniers s'activent dans leur spécialité. De plus, les échoppes sont nombreuses et diverses, avec souvent des devantures très petites, ce qui laisse supposer que leurs propriétaires exercent de façon très artisanale.
你加入糖跟加一半，最后一个。我看几分钟到了。今天是最后的。哎，要那个吃的。没有吃了，我今天去上的。啊。Tandis que certains préparent de la pâte, d'autres ont déjà cuit à la vapeur des rouleaux nature ou fourrés. Des beignets sont également prêts à être dégustés. Les beignets semblent être très prisés et les cuisiniers à en préparer sont assez nombreux, comme celui-ci que nous surprenons en plein travail. En fait, la plupart des ruelles sont une suite de boutiques et de commerces alimentaires où les tentations sont nombreuses pour ceux qui sont gourmets et curieux de goûter aux nombreux plats et spécialités chinoises. C'est dans cette ambiance alors que nous nous apprêtons à quitter la Chine et ce vieux quartier où s'exercent divers petits métiers, comme celui de cordonnier, que nous tombons sur une dernière surprise. C'est un son étrange et connu qui nous interpelle. Il provient de cet homme tirant son vélo. En nous approchant, nous découvrons qu'il est vendeur ambulant de grillons, car ces petites bêtes depuis le XIIe siècle sont élevées pour le combat, un passe-temps très populaire encore pour un certain nombre de Chinois. Des Chinois très attachés à leur passé, mais résolument tournés vers le futur.